Pendant la période où j'étais ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, l'un des travaux les plus importants que nous avons fait sur le plan diplomatique, c'est de renouer avec cette Russie et avec beaucoup de difficultés. Nous l'avons vu y compris dans la crise irakienne, où nous avons mis du temps à convaincre la Russie de nos bonnes intentions. Et pour eux, le test, c'était « Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre veto au Conseil de sécurité face aux Américains ?» Pourquoi cette difficulté à convaincre Vladimir Poutine? On le voit bien, il y a plusieurs domaines où il est sceptique, voire pour ne pas dire plus, vis-à-vis des pays européens et des États-Unis. Le premier, c'est l'humiliation historique qui est la chute, on l'a rappelé tout à l'heure, la chute de l'Union soviétique. Le deuxième, c'est deuxième humiliation de 1991, plus grande catastrophe de tous les temps. Et puis, il y a un autre facteur au-delà de cette humiliation, c'est le sentiment d'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi ? 1999, le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en voulant, c'était le terme que nous avons employé et Vladimir Poutine nous le renvoie aujourd'hui, en craignant, nous, un génocide de la part, sur les Albanais de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge, et donc de l'hypocrisie occidentale, les États-Unis en Irak. Où ils sont évidemment souvent prompts, et combien de fois le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts, ni George Bush, ni Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution 1973, et nous avons outrepassé le mandat. Et quand ils vous disent cela, les Russes, oui, qu'ajoutent-ils? Nous, on a tendu la main. Et c'est vrai qu'en 2001, au moment du 11 septembre, la Russie a fait un geste considérable vis-à-vis des États-Unis. Et la solidarité. Ça ne peut pas permettre d'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais ça ne le justifie pas. Mais ça permet de comprendre le logiciel d'un homme qui, outre l'humiliation et l'hypocrisie, ajoute, et je crois que nous négligerions, à la faveur de cette crise, nous négligerions si nous ne le prenions pas en compte, nous ferions une erreur colossale, c'est l'immense sentiment d'injustice et la volonté de revanche et le ressentiment qui existent à l'Est, à l'Orient, mais aussi au Sud. Et quand on voit... On passe par pertes et profits la résolution de l'Assemblée générale où il y a 35 États qui se sont abstenus et quelques États très peu importants qui ont voté contre. Mais parmi les 35 États, il y a un pays comme le Sénégal. Or, il faut essayer de comprendre pourquoi ces États africains, pourquoi des États sud-américains éprouvent le besoin de nous envoyer ce message qui est vous avez tendance à nous écraser, et c'est là où vient l'argument massu de Vladimir Poutine. C'est que non seulement il veut remettre en cause l'ordre européen, mais il veut remettre en cause la domination occidentale. Et donc Dominique de Villepin, parce que là, je termine parce que c'est un point majeur. Et donc, toute la partie, c'est de savoir si la Russie va rester relativement seule, et si l'embarras chinois va devenir beaucoup plus important jusqu'à l'amener à prendre ses distances par rapport à la Russie, ou si Vladimir Poutine remettant en cause l'ordre européen, eh bien, au même moment, le président Xi éprouvera le besoin de remettre en cause l'ordre dans l'Indo-Pacifique et l'ordre mondial, et là, la jonction entre ces deux revendications se fera, et là, le risque, je ne dis pas d'une guerre mondiale, mais d'une confrontation mondiale, sera véritablement d'actualité. Antoine Bondaz, sur la Chine, dont on vient de parler. Justement de l'Indo-Pacifique et d'une guerre réelle aujourd'hui, une craie d'une guerre potentielle un jour entre la Chine et Taïwan. La question pour les Européens n'est pas tant celle d'une intervention, s'il y avait un conflit, mais justement de la prévention d'un conflit. Aujourd'hui, on a échoué à prévenir un conflit entre la Russie et l'Ukraine. Que peuvent faire les Européens pour éviter justement un conflit entre la Chine et Taïwan, alors que les intentions chinoises, elles sont explicites, puisque la loi anti-sécession de 2005, par exemple, rappelle que s'il n'y a plus de moyens non militaires, des moyens pacifiques pour parvenir à la réunification,
alors la Chine acceptera d'avoir un recours à la force. En sachant que c'est un sujet très sensible pour les Américains, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, peut-être beaucoup Absolument. plus que ne l'est l'Ukraine. Avec une différence fondamentale qui est les garanties de sécurité nous oblige, à travers ce drame, parce que nous parlons tous d'un peuple qui est en train qui est engagé dans des souffrances terribles et qui va vivre des heures encore plus tragiques, vraisemblablement, si on suit la plupart des scénarios qui sont évoqués. Donc, au même moment, il faut que nous établissions des priorités. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est de rétablir un équilibre dans l'ordre européen? Ce qui veut dire d'être capable de donner une leçon, d'isoler Vladimir Poutine, à défaut de pouvoir l'amener à la table de négociation. Et ça implique alors de resserrer le dialogue avec la Chine. Parce que la Chine est un acteur, même si elle remet en cause un certain nombre de données de l'ordre mondial, mais est un acteur qui est attaché à des principes. Et nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de principes. Sur quoi on se retrouve avec la Chine? Par exemple, le respect du principe de souveraineté. C'est quelque chose, la Chine n'a que peu de goût pour des aventures inconsidérées. La question de Taïwan, pour la Chine, c'est une question intérieure. C'est pas du tout une question, comme la question du Xinjiang d'ailleurs. Donc il faut être capable, dans le logiciel chinois, de distinguer ce qui est la remise en cause de l'ordre international de ce qui est considéré par eux comme un intérêt vital. Et de la même façon que Vladimir Poutine nous envoie le message, pour moi, l'Ukraine, c'est un intérêt vital, puisque je veux reconstituer la Grande Russie avec les Biélorusses, les grands Russes et les petits Russes. Je caricature, ça veut dire qu'il faut laisser tomber l'Ukraine comme on va laisser tomber Taïwan? Pas du tout. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une pensée stratégique. Être capable d'intégrer un travail sur plusieurs fronts. Et c'est ça la diplomatie. Et c'est pour cela que cette période qui est aujourd'hui considérée comme avant la diplomatie, puisque pour beaucoup, la diplomatie n'est pas de circonstance aujourd'hui en Ukraine. On essaye. Puisque c'est les armes. Oui, on pourrait peut-être essayer un peu plus. Comment? Je vous donne un exemple. Nous avons un Vladimir Poutine qui a beau jeu, discussion après discussion avec Emmanuel Macron, de dire « je suis prêt à négocier ». Attendez. Et voilà mes propositions. Voilà, c'est ça. Je suis prêt à négocier. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, plutôt que de communiquer sur des verbatims de ce qui s'est dit dans la conversation, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire des propositions, des contre-propositions entre Européens, voire avec les États-Unis? Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'élever le niveau de la pression que nous pouvons exercer sur la Russie, y compris dans le domaine de l'OTAN ou de l'Union européenne. Par exemple, en ce qui concerne le déploiement des forces dans la zone orientale, on pourrait adresser des signaux à Vladimir Poutine dès lors que Vladimir Poutine ne respecte pas ses engagements, puisqu'il a pris tout cela, il a fait une boule de papier, eh bien nous pourrions, en ce qui concerne les déploiements dans certains pays de l'OTAN, je parle des pays de l'OTAN, parce que je crois que la logique dans laquelle s'est situé le ministre des Affaires étrangères est très importante, nous ne faisons rien qui soit susceptible d'être interprété par la Russie comme une agression de la part de l'OTAN. On renforce les troupes, on renforce les effectifs militaires, les troupes, les moyens. Oui, mais quitte à stationner de façon durable, alors que nous avons les engagements de stationner de façon ponctuelle et tournante, nous pourrions dire à Vladimir Poutine, écoutez, voilà, si vous continuez dans cette logique-là, eh bien, de la même façon, eh bien, nous transgresserons les règles que nous nous étions fixées.